Docteur Chauvin, pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que médecine des actes? En fait, pour comprendre médecine des actes, il faut en comprendre le principe. Le principe premier, c'est-à-dire quand cette médecine a commencé à voir le jour, c'est que toute maladie, quelle qu'elle soit, est aussi le reflet d'une souffrance personnelle de la personne malade, en fait, de l'être humain malade. Et le but de cette médecine des actes, c'est à la fois de s'occuper de la maladie, c'est-à-dire de soigner la maladie, mais aussi de soigner la souffrance intime du malade. Donc c'est une médecine qui va avoir pour objectif non seulement de comprendre le sens d'une maladie, mais d'en tirer un enseignement pour sa vie personnelle. C'est comme ça que je définirai les choses aujourd'hui. Alors je sais que vous allez me poser une autre question, je la sens venir, c'est oui mais pourquoi des actes? Pour une raison toute simple, c'est que tirer l'enseignement d'une maladie ou d'un événement quel qu'il soit, c'est-à-dire le comprendre en fonction d'une histoire personnelle, puisqu'il s'agit de ça aussi, le comprendre en fonction d'une histoire personnelle, ça ne suffit pas. En même temps, il va bien falloir que, comme dans tout enseignement quel qu'il soit, ça produise des effets dans le concret de l'existence du patient en souffrance et qu'il trouve des solutions concrètes. Et c'est ça des actes. C'est-à-dire qu'en fait, cette médecine a pour vocation de proposer des solutions concrètes aux souffrances intimes qui sont les nôtres, dans une situation de maladie. Et l'acte, c'est toujours une action consciente qui est liée à la compréhension de ce qui nous arrive et qui essaye de transformer la situation. C'est le bout de l'enseignement. Si je prends les choses en termes de maladie, le premier livre que j'ai écrit, il s'appelait « Quand la maladie nous enseigne », le bout de cet enseignement, il doit bien s'inscrire dans le concret, c'est que j'ai compris ce qui m'arrive, j'ai compris pourquoi cette maladie est arrivée dans ma vie, et ce qu'elle m'invite à transformer ou à améliorer mon existence, et j'en témoigne dans mes actes. Est-ce que j'ai répondu à la question? Bien. À plusieurs reprises, vous avez utilisé le mot de souffrance intime. Est-ce que vous pourriez préciser de quoi il s'agit? Est-ce que c'est différent notamment d'une souffrance émotionnelle? Ah oui, radicalement. En fait, la souffrance émotionnelle, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Or, je ne crois pas qu'il y ait de souffrance émotionnelle. Je crois qu'il y a des manifestations émotionnelles, et c'est un niveau de manifestation de ce que j'appelle moi la souffrance intime. En fait, on a tous une souffrance intime qui nous habite en permanence. On a des registres de souffrance intime qui sont liés à notre histoire. Nous avons tous une histoire personnelle, c'est-à-dire que la vie nous a fabriqué d'une certaine façon avec une personnalité, avec une imperfection qui nous caractérise et qui comporte notre façon d'être au monde aussi. C'est ce qui fait qu'on a une personnalité unique, et cette personnalité unique, elle détermine une certaine façon de vivre les événements et une certaine façon de les souffrir, je dirais. Selon les situations, on ne vit pas tous la même chose. Et ça, c'est lié à l'histoire personnelle. Et cette histoire personnelle, si je le prends en termes de pathologie, cette histoire personnelle, elle va générer des souffrances intimes. Je souffre d'être ceci ou cela, je souffre mon imperfection, et le bout de cette souffrance intime, ou du moins une des manifestations de cette souffrance intime, c'est la maladie. Et le but, si je reviens à la question première, le but c'est d'un médecin des actes, c'est à la fois d'identifier, comme tout médecin, faire un diagnostic de maladie, donc d'identifier la maladie et de proposer un traitement à cette maladie, mais d'identifier aussi le malade en tant qu'être en souffrance.
quelle est la souffrance intime de ce malade. Ça, c'est le but de la médecine des actes, qui vient se rajouter à ce que propose la médecine ou les médecines actuelles. C'est-à-dire que le but, c'est d'identifier cette souffrance intime et de proposer des actes curateurs à cette souffrance intime. En quoi est-ce que médecine des actes se différencie d'autres approches, notamment la thérapie comportementale ou les psychothérapies? Médecine des actes n'est pas une psychothérapie. Il a fallu un peu de temps pour comprendre que l'approche des maladies, s'il pouvait y avoir dans certaines situations des soutiens psychothérapiques, et qui sont nécessaires dans les maladies graves, type cancer, sida, etc., et que c'est bien qu'il y ait un soutien psychothérapique, parce que là, je dirais, c'est une souffrance psychique liée à l'événement maladie lui-même. La médecine des actes en soi n'est pas une psychothérapie, c'est une médecine, puisqu'elle propose des solutions concrètes, des actes concrets à une souffrance intime. En fait, pour comprendre ça, il faut comprendre que la maladie est le reflet de cette souffrance intime, qu'on va proposer des médicaments pour traiter la maladie, et on va proposer des actes concrets pour traiter la souffrance dont la maladie est le témoin. Et ce n'est pas un processus psychothérapique. Ou alors c'est... Non, ce n'est pas un processus psychothérapique. C'est plus un processus d'accueil profond de soi-même, de sa propre imperfection. Et quand je parle d'accueil profond, c'est que en même temps, c'est rencontrer sa propre douleur, c'est-à-dire sa propre imperfection, et en faire une opportunité de croissance en conscience, c'est-à-dire une opportunité d'amélioration de soi-même. Est-ce qu'à cet endroit, médecine des actes s'adresse à tout type de patient? Totalement. Il n'y a aucune exclusion, c'est-à-dire ça s'adresse à toute personne qui a besoin d'une part de comprendre le sens de sa maladie, ça c'est une première chose, et la seconde chose, qui a besoin d'en tirer un enseignement. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde. Dans médecine des actes, quelle est votre définition de la bonne santé? La définition de la bonne santé, c'est la bonne santé humaine. Vous pouvez préciser? Je crois qu'il va falloir accepter un paramètre, c'est que l'être humain a quelque chose de radicalement différent par rapport à l'animal, et que nous ne sommes pas simplement un équilibre de fonctions biologiques, que la bonne santé, ce n'est pas simplement un équilibre de fonctions biologiques. Nous avons aussi une particularité, c'est d'être capable de nous percevoir nous-mêmes en tant que personnalité. Et que la bonne santé humaine, à mes yeux, c'est à la fois être capable d'entretenir sa bonne santé physique, être en bonne santé physique, mais aussi être capable d'entretenir sa bonne santé psychique. En fait, pour moi, la bonne santé humaine, c'est une double hygiène, une hygiène physique et une hygiène psychique. Et la définition de la bonne santé humaine amène à considérer un autre paramètre qui est spécifique à l'être humain, c'est que l'être humain est évolutif. Évolutif, c'est-à-dire qu'on est à une étape de l'évolution de la vie sur Terre où c'est l'être humain qui est responsable de la suite de l'évolution de la vie. Et que, à mes yeux, est en bonne santé humaine tout être humain qui évolue en conscience, en connaissance de lui-même, en amour de lui-même et des autres. Je vais reprendre quelque chose, c'est que tout ce qui n'évolue pas souffre et meurt, et bien tout ce qui évolue est en bonne santé.
Et c'est lourd de conséquences. Ce qui voudrait dire que pour vous, une des causes de maladie est une non-évolution. C'est pas une des causes, c'est la cause fondamentale. C'est-à-dire tout être qui n'évolue pas à partir d'un moment de son existence, tout être qui n'évolue pas souffre. Après, il va falloir mettre des bémols, c'est-à-dire que il faut apercevoir comment se déroule une existence humaine. La première moitié de l'existence humaine, je dirais qu'on est dédouané d'une certaine méconnaissance de cela, puisque on reparcourt les étapes de l'évolution de la vie qui nous ont précédés, et de l'étape de la vie humaine qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'on suit l'évolution de façon naturelle. Et à partir du milieu de l'existence, autour de la quarantaine, c'est un autre paramètre qui va arriver, c'est soudain nous devenons responsables de notre propre évolution. Et tout être qui n'évolue pas souffre. Voilà en gros. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les gens qui ont un chemin d'évolution, qui font un travail sur eux, ne tombent pas malades. C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la maladie appartient à un moment donné à ce chemin d'évolution. C'est un rendez-vous, c'est une invitation à se poser des questions qu'on ne serait jamais posées autrement. Si je prends mon propre exemple, j'ai vécu il y a maintenant 3 ans ou 4 ans bientôt une déficience cardiaque parce que j'avais une malformation cardiaque de naissance qui a décompensé en 2008. C'est pas parce que je n'avais pas une démarche évolutive personnelle, c'est que c'était un rendez-vous nécessaire à mon évolution. C'est-à-dire, si j'avais pas eu ça, il y a des questions que je me serais jamais posées. C'est pas une punition non plus, c'est un rendez-vous. Et pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre que, je parlais d'imperfection tout à l'heure, d'imperfection humaine, c'est que nous avons dans notre évolution, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, un certain nombre de rendez-vous, on répète l'histoire, qui vont forger notre personnalité, qui vont forger, je dirais, notre personnalité qu'on appelle traumatique, dans un certain terrain de souffrance psychique, mais aussi dans un certain terrain de souffrance physique. Ce que certaines médecines appellent le terrain pathologique. Nous avons tous un terrain pathologique, c'est-à-dire des zones de force, des zones de fragilité, et que la maladie est aussi l'expression de ce terrain pathologique, et que de toute façon, à un moment donné, par le simple fait du vieillissement, ce terrain pathologique il va s'exprimer de plus en plus, et la question qui se pose, c'est je vis bien, et c'est toujours la même question, est-ce que je suis capable de bien vivre avec mon imperfection, ou est-ce que je me bats contre? Et au cœur de ce rendez-vous que constitue la maladie pour un patient, quel va être le rôle du médecin des actes dans une consultation? Oh, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Ce matin, je lisais un ouvrage. Là, je vais bouger. C'est un truc un peu romancé. Vous voyez, il y a des fils partout. Et je suis tombé sur une phrase que j'ai trouvée magnifique. En fait, c'est une femme médecin qui répond à des questions que lui pose un ethnologue. Il y a des ethnologues qui s'intéressent aux médecins. C'est un roman. Hein. Et à un moment donné, elle dit, et surtout ce pouvoir, elle parle du pouvoir du médecin, et surtout ce pouvoir qu'on a, il faut savoir qu'en faire. Le mieux, c'est de le restituer à tout prix. À qui? Restituer au malade le pouvoir sur lui-même. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique, et à mon sens,
Et c'est contenu en tout cas dans ce que j'essaye de défendre dans cette médecine des actes. Je le disais autrement jusque-là, peut-être que je vais revoir la façon de le dire, c'est qu'une des vocations de médecine des actes, c'est de permettre au malade de devenir un gestionnaire conscient et responsable de sa propre santé, c'est-à-dire de lui restituer la responsabilité entière de la gestion de sa santé. Parce qu'aujourd'hui, on assiste, si on se recule un peu sur le paysage médical, on assiste encore beaucoup au fait que les médecins disent « j'ai le savoir et je vais vous dire ce qu'il faut faire et pas faire ». Et si vous le faites, c'est bien, et si vous ne le faites pas, c'est pas bien. Et il faut sortir de cette vision très manichéenne des choses. Je crois qu'on a de plus en plus un devoir d'informer de la façon la plus juste nos patients en disant voilà exactement ce qui vous arrive, voilà ce que ça veut dire, voilà les solutions qu'on peut y apporter. Mais vous êtes un être responsable, libre de vos choix, et vous êtes en droit de choisir d'une part d'adhérer ou pas à ce point de vue, vous êtes en droit de choisir de vous traiter par cette médecine ou celle-ci ou celle-là. Vous êtes en droit aussi de refuser de donner du sens à vos mots. C'est votre droit le plus absolu. Et pour moi, c'est ça, restituer au malade la gestion de sa propre santé. C'est être au service du malade, à cet endroit-là. Ah, complètement. Complètement. Et là, on est sur des réflexions de fond, sur, je dirais, non seulement sur l'exercice médical, mais sur la pensée médicale. Il y a quelque chose qui est encore, à mon sens, un peu trop hégémonique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à régenter des malades, on a à en faire des êtres qui règnent sur leur propre santé. En faire, c'est même le mot est un peu excessif, c'est-à-dire qu'on a à les accompagner pour qu'ils deviennent des gestionnaires responsables de leur santé. Et c'est essentiel. Cette médecine des actes a dû profondément modifier aussi le médecin que vous êtes. Ça, c'est sûr, oui. C'est sûr. C'est indéniable. Mais il y a déjà la médecine des actes, je dirais, quand cette médecine sans bien le savoir, sans bien en avoir conscience, j'en rêve depuis que je suis étudiant. Même si je n'en avais pas bien conscience au début, j'ai commencé à toucher du doigt la possibilité de cette médecine. J'étais en 3e ou 4e année de médecine. Je sortais d'un cours de psychologie médicale où j'étais atterré en disant mais c'est ça qu'on nous enseigne sur la psychologie, c'est tout ce qu'on nous enseigne, mais il y a quand même un truc qui est extrêmement bizarre, c'est-à-dire que l'être humain, c'est pas simplement le corps avec ses fonctions, ok, mais il y a une autre moitié, il y a une âme aussi, si je devais employer un terme fort, il y a une vie intérieure, et ça on ne nous l'enseignait pas. Et puis la seconde chose qui m'est apparue, c'est les médecins, ce sont des gens qui vont rencontrer en permanence des êtres en souffrance. La maladie, c'est une chose, mais derrière toute maladie, il y a un être en souffrance, et on est très mal formé, en fait, à accompagner cette souffrance humaine, à la prendre en compte, etc. Et qu'il me semblait qu'il était nécessaire qu'il y ait un minimum de questionnement que le médecin a se poser sur lui-même, c'est-à-dire à faire l'expérience, lui aussi, de moi aussi j'ai des douleurs d'homme ou de femme, d'homme ou de femme médecin, dans mon exercice, et je dois apprendre à les prendre en compte pour mieux aider. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose qui a émergé, j'étais étudiant, et après, la vie, elle a continué à se dérouler. Et cette médecine, elle est réellement arrivée dans ma vie dans les années 95-96, par là. Et à partir de là, c'est sûr que
ça m'a demandé, d'une part, de recomprendre toute la médecine, toute la physiologie, toute la pathologie. Ça a été une première chose, mais en même temps, me mettre en question moi-même. C'est qui je suis en tant que médecin, qu'est-ce que je fais avec mes patients, il y avait ce questionnement. Bon, il se trouve que j'avais une démarche de recherche intérieure qui m'a permis d'accoucher de tout ça. Et puis il y a une autre étape, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'étape de l'expérience personnelle de la maladie, et maladie sérieuse. Parce qu'il y a eu une grosse défaillance cardiaque qui a été jusqu'à une opération pour changer une valve. Donc ça a été une expérience extrêmement forte. Et à l'époque, j'avais dit à une journaliste qui m'interviewait sur la sortie de mon livre, dans cette période où j'étais quand même mal en point physiquement, je lui avais dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand la maladie nous enseigne », maintenant je fais les travaux pratiques. C'était pas qu'une boutade, c'était une réalité. Et ça aussi, ça a transformé et l'homme et le médecin. Et ensuite, si je suis simplement cohérent, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis beaucoup plus attentif à la gestion de ma propre santé, ma propre hygiène physique et psychique, parce que je vais le conseiller aux patients. Et ça me paraît d'être une honnêteté fondamentale. Et ça aussi, ça transforme le bonhomme. Je ne suis plus le même, ouais. Et si je me recule, je suis absolument plus le même médecin qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, ou même 5 ans. Voilà. Eh bien, moi, je voudrais vous poser une question précise sur ce qu'est l'hygiène psychique. L'hygiène psychique. L'hygiène psychique, c'est très simple. C'est une dépollution intérieure. Et de façon un peu plus précise ou plus concrète? C'est une dépollution intérieure. Ce qu'il faut apercevoir, quand je parlais tout à l'heure de souffrance intime, nous avons tous un terrain de souffrance intime. C'est-à-dire, nous avons tous une imperfection avec laquelle nous vivons. Et cette imperfection, elle va générer une chose, c'est qu'en permanence, il y a une espèce de petit dialogue intérieur qui parle mal de nous, qui porte des jugements sur nous-mêmes, qui dit jamais du bien de nous, qui dit « Ah bah là t'as pas été à la hauteur, là t'as été nul, ah bah là t'as été ci, t'as été là ». Et cette espèce de jugement permanent est une grande pollution. Et qui a déjà, je dirais, un premier effort d'hygiène psychique qu'on peut faire, c'est d'essayer de se laver de ces jugements, et apprendre à bien parler de soi. Et c'est un petit exercice, somme toute assez simple, qui consiste à identifier dans sa journée les endroits où on n'est pas fier de soi, et en essayant d'apercevoir, bon, là j'ai pas été terrible, mais qui j'aurais pu être, dans un meilleur de moi-même. Et ça, c'est déjà, je dirais, une première toilette intérieure. C'est une façon de se laver de cette pollution qui nous habite, la pollution de nos jugements. Et ensuite, il y a un autre niveau d'hygiène psychique qui est de tenter de s'arrêter autant que faire se peut sur une journée, sur les petites souffrances qu'on rencontre. C'est-à-dire, quel que soit le secteur de notre existence, les petites souffrances, être capable de dire « Ah, là j'ai mal, mais de quoi j'ai mal ?» Et de se rencontrer soi-même, de voir cet être qui souffre, de comprendre que cette souffrance est liée à une histoire, et de trouver un acte qui règle cette souffrance. Je dirais que c'est une hygiène parce que c'est en amont de la maladie. C'est-à-dire, plus on fait ça, plus on n'a pas besoin de tomber malade pour comprendre certaines choses. Puisque les questions, on se les pose en amont. Ah ben là, j'ai mal. J'ai mal d'être ceci ou cela. Comment je pourrais ne plus souffrir d'être ceci ou cela? Et c'est un autre aspect des choses, c'est-à-dire si nous sommes tous radicalement imparfaits, on a deux possibilités, c'est être imparfait malheureux, ça c'est le côté j'ai mal, ou imparfait heureux, c'est-à-dire je continue à être imparfait, mais est-ce que je suis obligé d'en souffrir?
l'imperfection, ça rime pas forcément avec douleur. Or, d'une certaine façon, parce que l'humanité est faite comme ça aujourd'hui, être imparfait, ça rime avec douleur. Et bien c'est ça qu'on essaye de retourner. Être imparfait, heureux. Et c'est déjà une hygiène psychique. Après, il faudra se poser des questions beaucoup plus fondamentales, je dirais, des questions philosophiques, des questions éthiques. C'est dans un monde où il est de bon ton aujourd'hui de dénigrer, voire de salir tout ce qui est de l'ordre du travail intérieur, quel que soit le type de travail intérieur, je dirais, le travail sur soi, il faudrait quand même se poser une question, si fondamentalement, c'est pas une réelle hygiène. Est-ce que l'homme qui cherche à s'améliorer, soit dans un processus thérapeutique, et ça c'est valable pendant un temps, dans un processus psychothérapeutique, ou dans une voie de connaissance de soi, dans une voie spirituelle, est-ce que c'est pas quelqu'un qui essaye de cultiver une certaine bonne santé humaine? C'est quand même une question qu'on est en droit de se poser. Et que pour moi, c'est aussi une réalité d'hygiène. Ça appartient aujourd'hui à mon hygiène personnelle que d'avoir cette démarche. Et je la revendique et il n'est pas question que j'y renonce. Et de toute façon, qui pourrait m'y faire renoncer? Personne. Ensuite, je crois qu'il faudra aussi inscrire comme quelque chose appartenant à une hygiène importante de l'être humain, le fait qu'on puisse mettre des temps d'arrêt dans sa vie, comme j'ai eu l'occasion d'en mettre plusieurs fois, des temps de recul où on se prend 3 jours, 4 jours, 5 jours s'il faut, pour faire un bilan sur son existence, dire qu'est-ce qui va bien dans ma vie, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer, et trouver des actes qui nous permettent de gérer notre existence de façon consciente et responsable. Et pour moi, c'est aussi une hygiène fondamentale, une hygiène intérieure, et qui se répercute sur l'extérieur. Tout à l'heure, votre collègue me posait la question si le médecin que j'étais avait changé depuis cette médecine des actes. C'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est pas simplement lié à la médecine des actes en soi. C'est lié au fait que je porte cette médecine sur les épaules et que je tente de la développer et de la promouvoir et de la faire évoluer. C'est assez sûr que ça joue, mais c'est surtout que derrière tout ça, il y a fondamentalement un homme qui, chaque jour, se pose des questions, c'est comment je pourrais être meilleur aujourd'hui, comment je pourrais être meilleur aujourd'hui. Dans ma façon de faire les cours, dans ma façon de me comporter avec mes patients, mais dans ma façon de vivre aussi. Avec mes proches, avec mon épouse, en toute situation. Est-ce que cette hygiène psychique dont vous parliez, vous l'enseignez aux médecins que vous formez? Bien sûr, je leur donne les moyens qu'ils aient eux aussi une hygiène psychique. Je leur indique comment on s'y prend, je leur donne des indications. Ensuite, c'est le service que j'ai à leur rendre. C'est un service que j'ai à leur rendre parce que de toute façon, il va appartenir à la production du médecin des actes. C'est-à-dire produire un médecin des actes, devenir un médecin des actes, demande un minimum de pratique de cette hygiène psychique et aussi d'une certaine hygiène physique, je dirais. Mais demande en tout cas de se poser des questions sur soi pour mener cette démarche de meilleure perception de soi-même et je dirais d'auto-accompagnement de soi-même dans une pratique d'acte. Parce que c'est là, fondamentalement, que se génère le médecin des actes. C'est pas toutes les théories que je vais pouvoir faire, c'est bien sûr que l'enseignement théorique a un rôle important, mais il y a un enseignement pratique. C'est faire l'expérience sur soi d'une certaine pertinence diagnostique, c'est-à-dire je suis capable d'identifier de quoi je souffre dans mon intimité et je suis capable de soigner celui qui souffre, de prendre soin de celui qui souffre à travers mes actes.
Et si je sais le faire sur moi, je peux d'autant mieux le faire, ou du moins l'enseigner aux patients. Est-ce que vous voulez dire qu'à terme, les patients deviendraient autoprescripteurs d'actes? Je ne serais pas aussi tranché que ça. Pour une part des choses, oui. Pour une part des choses, si je regarde un petit peu les gens que je suis depuis un certain nombre d'années, ils ont conquis une capacité d'automédication, je dirais. Mais j'avais observé la même chose avec l'homéopathie, parce qu'on rentre dans une façon de penser les choses, on sait que tel médicament répond à telle chose, si je prends l'homéopathie, mais ça existe aussi en médecine officielle, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'automédication qui existe. Et je crois que de toute façon, avec le développement d'Internet, ça va en augmentant ça. Et je crois que de toute façon, oui, il est nécessaire, et ça appartient d'ailleurs à ce que je disais, devenir un gestionnaire et conscient et responsable de sa propre santé, ça appartient totalement à l'expérience du patient d'être capable de, sur certains registres, dans beaucoup de situations, de dire eh ben voilà, j'ai identifié ma souffrance, voilà l'acte que je vais essayer de mettre face à cette souffrance. Et ensuite, il y aura toujours des situations où ils auront besoin d'être accompagnés. Quelle est la place aujourd'hui de médecine des actes dans le paysage médical français? C'est assez difficile de répondre à cette question parce que pour l'instant, il n'y a pas encore un nombre suffisamment important de médecins pour se poser cette question-là. Par contre, je dirais que dans le paysage local, à l'endroit où je suis installé et où sont installés certains médecins que j'ai formés, il y a une acceptation, un respect de ce qu'on fait. Mais je dirais que c'est un respect naturel parce que on a nous-mêmes le même respect pour la médecine telle qu'elle est aujourd'hui, et je dirais pour les médecines qui existent aujourd'hui. Donc oui, il y a un bon accueil, un respect, une écoute. Voilà. Mais à terme, ce type de médecine, comme la médecine des actes, devrait engendrer un certain nombre, ou avoir un certain nombre de répercussions, même économiques, sur le système de santé. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. C'est-à-dire que si je regarde ma propre expérience, il y a un truc qui est flagrant, c'est qu'il y a une prescription médicamenteuse qui est bien inférieure à la moyenne du département, puisque moi je reçois les chiffres régulièrement, on reçoit les chiffres de combien on coûte, en fait. En gros, c'est ça. C'est un nom un peu barbare, mais en gros, je dis voilà combien on coûte. Et ben, si je regarde sur les prescriptions médicamenteuses, sur les prescriptions d'arrêt de travail, sur un ensemble de choses, globalement, je coûte, selon les postes, entre 10 et 20 fois moins cher qu'un médecin généraliste standard. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est-à-dire que ça a des répercussions économiques certaines, mais pourquoi? Parce que il y a beaucoup de consommation médicamenteuse et de consommation de médecins, les deux choses en fait, qui sont liées à un phénomène important, c'est que, qu'on le veuille ou non, tout patient qui souffre dans son corps a besoin de sens. Et en fait, c'est pas tellement l'atteinte physique qui est douloureuse dans la maladie,
c'est un certain désespoir de sens. Et les gens ont besoin de comprendre ce qui leur arrive, mais pas simplement à travers des explications biologiques, ça suffit pas. On peut leur expliquer tout ce qu'on veut, les cellules, etc., ça suffit pas, c'est pourquoi ça m'arrive à moi. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout ça un besoin de sens, de mettre du sens sur l'événement, et que tant qu'on n'a pas mis du sens sur l'événement, il y a effectivement une surconsommation médicale, on va frapper à la porte, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui m'arrive, et en même temps, n'ayant pas la solution du sens qui est extrêmement apaisante psychiquement, eh ben on va augmenter la consommation médicamenteuse pour plus avoir mal. Et pour essayer d'étouffer ce cri du cœur qui se manifeste dans le corps, ou ce cri de l'âme, dit autrement. Donc oui, une des raisons de la surconsommation médicale, c'est ça, c'est ce désespoir de sens. Et en ce sens, d'ailleurs, cette approche de la médecine est extrêmement actuelle. Il faut resituer ce qui se passe aujourd'hui aussi dans le monde moderne. Il y a une certaine crise du monde moderne qui est liée à ça. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de sens, que l'humanité trouve le sens de son existence. C'est pas simplement accumuler des biens. Or, la santé est devenue un bien de consommation. Et bien, à mon avis, il y a quelque chose qui doit fondamentalement être revu. Alors, ça mettra du temps, ça ne sera pas du jour au lendemain. Et j'essaye d'inscrire ça dans ma réflexion, dans mes prises de parole, quand on m'interviewe dans une certaine presse, qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que la santé, c'est pas un bien de consommation, c'est une nécessité de conquête d'un mieux-être. C'est plus du tout le même point de vue. Moi, je voudrais revenir au médecin des actes et vous demander si la pratique de la médecine des actes est compatible avec l'exercice habituel du médecin généraliste ou du médecin spécialiste d'ailleurs. Je l'ai bien fait. Je ne vois pas pourquoi ça serait incompatible. C'est compatible avec toutes les formes d'exercice de médecine. C'est pas une médecine qui est incompatible avec ceci ou cela. C'est un complément. C'est une médecine complémentaire. C'est plus qu'un complément, c'est une médecine complémentaire. C'est-à-dire que moi j'exerce la médecine générale. Je suis médecin généraliste. Et je le revendique, je suis médecin généraliste, c'est-à-dire que je reçois dans mon cabinet des gens de la naissance jusqu'à la mort, je dirais, jusqu'à la fin de vie, et ensuite, quelle que soit leur maladie. Je ne suis pas cantonné, je ne suis pas spécialiste, je suis médecin généraliste. Et pour moi, médecin généraliste, c'est que je reçois des gens de tous âges, et quelle que soit leur pathologie, quelle que soit leur couleur, quel que soit tout, le médecin généraliste. Et en plus, je rajoute un paramètre, je ne me contente pas de m'occuper de la maladie, je m'occupe aussi du malade. Et des souffrances intimes du malade. C'est on ne peut plus généraliste. C'est on ne peut plus complet. Et pour moi, c'est une médecine complète. En fait, ce n'est pas une médecine complémentaire, c'est une médecine complète. C'est-à-dire que, ensuite, quel que soit le type d'exercice médical dont on vient, que ce soit allopathique, homéopathique, ostéopathique, ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Moi, j'ai différents registres thérapeutiques possibles. Je prescris de l'allopathie, de l'homéopathie, de la mésothérapie. Je conseille d'aller voir un ostéopathe, un acupuncteur, ceci, cela. C'est très secondaire, ça. Et pour moi, ça appartient à la liberté de choix du patient, à condition d'être bien informé, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est compatible avec tout. Et c'est aussi le fond de cette médecine des actes qui ne veut absolument pas rentrer dans une querelle de chapelle, que cette médecine est mieux qu'une autre, celle-là, elle empoisonne, ou celle-là, elle est un truc où il n'y a rien dedans. C'est fatigant, ça. Il faut avoir du temps à perdre pour se battre, quoi.
Moi, je trouve que toute médecine est bonne. Et que dire celle-là, elle est mieux que... La mienne, elle est mieux que la tienne, c'est la cour de récré. Et en pratique, une consultation de médecine des actes dure-t-elle vraiment plus longtemps qu'une consultation de médecine Ah bah oui, ça demande plus de temps. Ça demande plus de temps par le simple fait qu'il y a déjà une démarche médicale qui est une démarche médicale de tout médecin. On va poser des questions à son patient pour essayer d'identifier les symptômes, on va l'examiner, pour à partir de cet ensemble de symptômes essayer de faire un diagnostic. Alors, voilà de quoi il est malade et quel traitement on va mettre en face de ça ou quels examens complémentaires j'ai besoin, etc. Et puis ensuite, il y a aussi cette démarche qui est, si on essayait de s'intéresser aussi à ce qui souffre. Après, plus on pratique, plus le temps se raccourcit, plus on va vite parce qu'on y gagne en pertinence, en perception des choses, en finesse, etc. Je dirais que ça évolue. Et puis il faut voir aussi que cette démarche de sens, elle n'est pas forcément cantonnée dans une seule consultation. Moi, je suis très souvent dans des situations où la première consultation, je pose un certain nombre de questions à mes patients. Je dis, il faudrait que vous appreniez à observer ça, c'est parce qu'on a besoin de renseignements pour aller plus loin. Mais globalement, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est pas essentiel à mes yeux. C'est pas essentiel. Je dirais qu'en moyenne, moi je dirais aujourd'hui sur une consultation, la première fois il faut, je passe une demi-heure, une grosse demi-heure avec les gens, et puis ensuite quand je les revois ça dure une vingtaine de minutes maximum. Mais ça compte peu. Ça compte peu. Je crois qu'un jour il faudra se poser la question de est-ce qu'il ne serait pas judicieux de repenser totalement les modalités d'exercice médical sur les durées de consultation, les tarifs, parce que ça a des incidences sur finalement, si on coûte 10 fois moins cher, est-ce qu'on n'aura pas intérêt à revoir la cotation de ce qu'on appelle l'acte médical, la cotation des consultations en fonction de ça aussi. On n'en est pas là. Et je voulais vous demander votre point de vue sur, je vais dire, l'épidémie de burn-out chez les médecins. Je trouve que c'est un sujet de réflexion extrêmement grave parce que c'est une profession difficile qui est sous pression. Sous pression parce que il nous est confié des existences humaines avec toujours l'arrière-plan, la peur de la faute, de l'erreur, de mal s'y prendre, que ça coûte la vie à un patient ou qu'il se retrouve dans une situation inextricable, etc. Donc il y a déjà un premier niveau de pression, c'est la responsabilité. C'est une responsabilité grave que d'aider les gens dans ce passage qu'est la maladie, de gérer des existences, en fait, de porter des existences plus exactement. C'est déjà une lourde responsabilité. Ensuite, il y a un autre niveau des choses, c'est qu'en permanence, on a en face de nous des gens qui souffrent dans leur corps, qui ont des maladies. Et je dirais que l'inconscient du médecin sent très bien que derrière tout ça, il y a une autre souffrance. Et cette autre souffrance, le fait de ne pas y avoir de réponse, c'est terrible à porter. Pas consciemment, mais dans l'inconscient, c'est un poids aussi. C'est désespérant, je dirais, de non-sens.
là aussi, il y a un désespoir de sens. Et je dis ça pour l'avoir vécu. Avant que j'exerce cette médecine, dans les premiers temps de mon exercice, il y avait ce problème de responsabilité, mais il y avait aussi, mais j'ai pas de solution à leur souffrance, quoi. Et ça, ça pèse lourd aussi. Ça pèse lourd sur les épaules du médecin. Et puis après, il y a tout le reste qui vient se rajouter, les contraintes économiques, les contraintes administratives qui sont de plus en plus envahissantes, et qui fait que la plupart des médecins vivent dans un rythme de fou, quoi, avec des journées invraisemblables, plongés dans la maladie. Et là c'est le système de santé qui devrait se poser des questions aussi. Mais chaque médecin devrait se poser des questions. Non mais est-ce que c'est ça que je rêve d'être comme médecin, ou c'est autre chose? Donc chacun est renvoyé à sa propre responsabilité, de sa propre souffrance, mais en même temps le système de santé devrait se poser des questions. Est-ce qu'on a intérêt à écraser les médecins à ce point-là, quoi? À qui rapporte le crime? Il y a des vraies questions. Et c'est un vrai problème, parce que c'est une profession où on assiste à des surconsommations médicamenteuses, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, consommation d'alcool, taux de suicide, etc. Et puis il y a d'autres phénomènes, c'est pour des raisons économiques, on réduit de plus en plus l'installation des médecins, qui fait qu'on se retrouve sur des territoires où il y a un médecin pour de plus en plus de monde, et les mecs ils sont épuisés, quoi. Et avec une difficulté à faire la vraie bonne médecine, je dirais. Et ça aussi, ça fait mal. Donc il y a accumulation de souffrance, et on leur propose pas de solution. Et à un moment donné, il y a de quoi se flinguer, hein. Donc je comprends qu'ils... Burn-out, c'est... Et on grille. Et médecine des actes pourrait être une possibilité d'échapper au burn-out? Non, pas d'échapper au burn-out, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Je crois que... il faut le dire autrement, c'est impossible. C'est impossible que dans cette médecine des actes, ou du moins dans ce courant de la médecine des actes, on se retrouve en situation de burn-out. C'est impossible. C'est impossible parce que déjà, c'est une modalité d'exercice qui est enchantante. Si je regarde sur moi, mais si je regarde aussi les gens que j'ai formés, quand je vois comment ils sortent d'une journée, ils sortent d'une journée avec le sentiment d'avoir servi à quelque chose. Non seulement j'étais capable de faire un diagnostic et de proposer un traitement, mais en même temps j'ai pu accompagner cette personne, et ça m'a fait un bien fou. J'ai pu accompagner cette personne pour l'aider à comprendre de quoi elle souffrait et lui proposer des solutions. Mais ça fait un bien fou. C'est vraiment un sentiment d'utilité profond, quoi. J'ai servi à quelque chose dans cette existence. Déjà là, c'est imparable, ça. Et puis après, il y a aussi le fait que ces médecins, ils apprennent à s'occuper de leur propre douleur de médecin. Je ne suis pas très fier de moi aujourd'hui. Moi, le soir, quand je rentre chez moi, j'ai un petit temps, je regarde ma journée, je dis alors, ta journée de consul, c'était comment? Là, je ne suis pas très fier de moi, j'aurais pu faire ça. Il y a cette espèce d'hygiène dont je parlais tout à l'heure, mais une espèce de toilette qui me donne une mesure de ce que j'ai été, mais en même temps qui me dit, ah ben voilà comment tu pourrais être mieux, encore mieux demain, encore meilleur demain, encore meilleur, t'améliorer demain. Donc burn-out, hein. Aujourd'hui, j'ai des journées bien plus remplies et plus denses que ce que je vivais il y a une vingtaine d'années, ou il y a une trentaine d'années quand je me suis installé. Mais j'ai une patate d'enfer. Je me lève à 4 heures du matin, j'écris, je gère cette médecine, je fais mes consultations. Le soir, j'ai encore un certain nombre d'activités, je dors beaucoup moins. Et j'aime bien plus la pêche que quand j'avais 30 ans. Il y a un mystère.
quand même. Donc burn-out, je ne connais pas. Enfin pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire passer un message au médecin en disant si vous voulez plus le burn-out, faites la formation de médecine des actes. Je crois que chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, je le répète, c'est incompatible. La médecine des actes est incompatible avec le burn-out. Ça ne peut pas. Fondamentalement, ça ne peut pas. Après, il faudra mettre un bémol quand on démarre. C'est l'exercice de cette médecine, on patauge un peu, on ne sait pas faire tout de suite bien, mais comme on ne sait pas faire tout de suite bien quand on vient d'avoir un diplôme et qu'on s'installe. Mais au bout de 4-5 ans d'exercice régulier, il y a quelque chose qui est plus possible. Est-ce que toute maladie a un sens pour vous? Ah oui, ça c'est sûr. Ça n'existe pas un événement qui n'ait pas de sens. Si on devait ouvrir cette porte, dire ben, il existe une chose qui n'a pas de sens, c'est une négation fondamentale, je dirais, du vivant. Tout a un sens. Et je crois qu'en fait, ce qui, moi, m'a fait démarrer à un moment donné, à l'époque, c'était une psychanalyse jungienne, et c'était dans une période où le médecin que j'étais souffrait, où l'homme que j'étais souffrait, n'en pouvait plus. Je bossais comme un âne, j'avais une vie de famille qui ne me convenait pas, j'avais le sentiment d'aller dans le mur, quoi. Et je cherchais des solutions, je pataugeais, etc. Et un jour, je suis tombé sur un bouquin d'un homme qui s'appelle Carl Gustav Jung. Et dans cette période, dans un certain désespoir de ma vie, il y a une phrase qui m'a allumé, c'est « Quel que soit l'événement qu'il arrive, il a forcément un sens ». Et je dis « Mais putain, c'est comme si ça faisait écho dedans, en disant « Mais c'est... » Alors, je suis quelque chose en moi qui disait « Ah, mais ça, je suis totalement d'accord. Mais comment on y accède à ce sens ?» Et toute chose a un sens. À partir du moment où on admet que l'existence humaine, l'histoire, tout a un sens, et bien toute maladie a un sens, quelle qu'elle soit. Et un des rôles du médecin des actes, c'est d'aider les patients à accoucher de ce sens. Oui, c'est un beau terme, accoucher. C'est accoucher au sens socratique du terme. C'est un travail de maïoticien. C'est ça, quoi. C'est accoucher d'une certaine vérité. D'une certaine vérité de ce patient, l'aider dans cet accouchement, l'accompagner dans cet accouchement de lui-même aussi. D'abord, de se percevoir, oui, je suis un être qui souffre et qui souffre de son imperfection d'être ça, et ensuite de l'aider à accoucher d'un certain meilleur lui-même. C'est ça le travail d'accompagnement. C'est être, ouais, c'est une belle définition. Médecin des actes, c'est être accoucheur de sens pour son patient. Et c'est très particulier, ça ne veut pas dire qu'on doit être asséneur de sens. Ce que font, je dirais, beaucoup de thérapies où on dit c'est à cause, à cause, à cause. Et c'est jamais comme ça le sens. Le sens, c'est vous souffrez de ça, voilà ce que ça reflète de vous. Et en fait, cette recherche de sens, c'est se mettre face à un miroir. Qui je suis? De quoi j'ai mal? Comment je pourrais être mieux? Et plus le médecin va être capable de le faire pour lui, plus il va être capable d'aider l'autre dans cet accouchement de sens. Voilà.